Ce sont les Européens qui ont inventé la valse, ce n'est pas les Indiens, ce n'est pas les Africains. Donc il est évident que si l'Europe de l'Ouest, qui est assez mal partie à ce niveau-là, devient, on va dire, majoritairement non blanche, eh bien la culture européenne va changer. On a une immigration qui est essentiellement arabo-musulmane et que ces gens ont un projet, et ce projet, ce n'est pas la démocratie. Une des façons de combattre cette décadence, si ce n'est la meilleure façon, c'est de donner la vie. Daniel Conversano, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté ce grand entretien pour notre chaîne YouTube, mais également pour notre nouvelle plateforme Frontières Plus, que nous venons de lancer ce 24 avril. Il y aura des documentaires, des reportages, vous voyez, des épisodes, des séries, beaucoup de contenu de qualité. C'est une plateforme pour laquelle nous vous remercions d'être abonnés. Et d'ailleurs, ceux qui y sont abonnés ont déjà pu découvrir cet entretien avant qu'il ne soit diffusé sur YouTube. Il y a également une partie à la fin en exclusivité pour les questions du public et d'autres questions que l'on vous posera. Daniel Conversano, je suis très heureux de vous recevoir ici. Vous êtes youtubeur et éditeur. D'abord, une question, ça fait 2 années que nous ne vous avions pas reçu chez Frontières. Vous avez traversé une période difficile ces derniers jours, vous en aviez parlé longuement sur vos réseaux sociaux. Vous avez traversé une grave maladie. J'ai envie de vous demander tout simplement comment ça va aujourd'hui. C'est gentil de poser la question. Pour moi, c'est un peu comme une renaissance puisque mon année 2024 a été très compliquée. On m'a diagnostiqué un cancer colorectal en avril 2024 et il y a eu un traitement assez long qui s'est achevé il y a pas si longtemps. J'ai été opéré en début d'année 2025, ça a été la pire phase du traitement. À ce moment-là, je n'aurais pas cru, je sais que ça ressemble à une histoire inventée tellement c'est beau, et pourtant c'est vrai, en janvier 2025, j'étais à l'hôpital, et dans des mauvaises conditions, j'étais pas bien, j'avais des douleurs, il y avait une incertitude sur la suite du traitement. Et puis finalement, je suis entré en rémission à la fin du mois de février. Et je suis là devant vous aujourd'hui, prêt à reprendre le combat et très heureux, bien sûr. Daniel Conversano, vous me disiez que vous êtes venu vous faire soigner en France, tout simplement parce que les conditions y sont meilleures qu'en Roumanie, ce pays que vous avez choisi pour vous y installer avec votre famille récemment. Pourquoi la France ? Oui, je réponds tout à fait librement sur cette question parce qu'elle est importante. On a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont expatriées. Et c'est vrai que moi, on m'a diagnostiqué donc, le cancer en Roumanie. Et je souhaitais me faire soigner là-bas simplement pour rester près de mes enfants. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas vraiment une question de remboursement puisque dans un certain nombre de pays européens, à partir du moment où vous avez une mutuelle, vous êtes remboursé pour la plupart de vos frais. Donc là-bas, j'aurais pas eu de problème à ce niveau-là. Mais c'est une question de compétence. Voilà. Et c'est tout simplement la médecin à laquelle j'ai eu affaire qui m'a dit vous avez la nationalité française, c'est une chance. Là-bas, il y a les meilleurs hôpitaux d'Europe. En oncologie, apparemment, la France est toujours au top. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes en France médicaux, notamment aux urgences, qui sont liés en fait au nombre de médecins. Il n'y a pas assez de médecins. Mais en dehors de ça, on est toujours au top et ça, c'est bon à savoir. Je n'ai pas hésité. Il s'agissait de ma vie. Je n'ai pas hésité une seconde. J'allais dire, vous êtes un migrant comme les autres qui va profiter de notre système de santé. Finalement. Désolé. Non, mais je veux dire, quand on s'expatrie, on reste un citoyen français. Hein. Je suis né en France, j'ai vécu 32 ans de ma vie en France. Et bien sûr, ayant 2 enfants, après ce que m'avait dit la doctoresse, pour moi, il n'y avait pas d'hésitation. Ça a été quand même une année difficile parce que bien sûr, ma famille est restée en Roumanie, donc ils sont venus me voir régulièrement. J'ai traversé la tempête. Franchement, ça a été 10 mois d'enfer, hein, il faut le dire. Je ne vais pas le cacher qu'il y a des moments très difficiles. Et en plus, j'ai tout eu, chimio, radiothérapie, opération. Mais enfin, je fais partie de ceux qui s'en sont sortis, pour l'instant en tout cas. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de récidive. On peut dire merci aux médecins français. Alors vous êtes tout Absolument. frais, vous allez repartir au combat maintenant pour vos idées, vos valeurs. Je le disais, vous êtes youtubeur et éditeur. On va parler de plusieurs sujets, notamment la natalité, la question de la démographie, de l'immigration, du vieillissement des populations européennes, la question de la baisse de l'intelligence aussi en Occident, bien sûr l'immigration et un tour aussi par la politique française mais aussi européenne puisque vous connaissez bien ce pays, la Roumanie où vous vivez. Vous voyez de l'intérieur ce qu'il se passe, peut-être le même déni démocratique qu'en France. Sur la natalité,
natalité, la démographie. Je vais vous poser d'abord une question assez générale. On voit beaucoup vous battre pour les populations européennes, pour les populations blanches, disons-le, européennes, baignées de cette culture, vous me direz si vous préférez gréco-latine, helléno-chrétienne ou en tout cas européenne. Partons d'un point de vue fataliste. Est-ce que pour vous, démographiquement, lorsqu'on parle de grand remplacement, c'est-à-dire que des populations extra-européennes et notamment africaines viennent remplacer les peuples européens, vous sortez d'un long combat, vous en êtes sorti. Est-ce que l'Europe pourrait s'en sortir ou est-ce que le combat il est perdu d'avance? Non, le combat n'est pas perdu, le combat n'est jamais perdu. Il y a des phases ascendantes pour une civilisation et puis des phases plus complexes, des phases descendantes. D'une certaine manière, l'Europe est déjà morte et est revenue de ses, je veux dire, est réapparue. Je veux dire, il y a eu une Europe après la Grèce antique, il y a eu une Europe après Rome, il y a eu une Europe après l'Europe chrétienne. Je crois que c'est l'Europe que nous vivons aujourd'hui. Non, l'Europe ne meurt jamais. Permettez-moi cette expression. C'est une phase difficile, effectivement, mais il y a toujours de quoi espérer. Et puis, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le danger qui pèse sur nous, c'est avant tout la submersion. L'idée d'être submergé par des populations qui ne sont pas les nôtres. En réalité, quand on parle de disparition de l'homme, moi je ne suis pas inquiet quant au fait que l'homme blanc ou l'homme européen disparaîtrait. En réalité, on n'a jamais été autant sur Terre, autant d'êtres humains et autant même d'Européens ethniques. Il y a environ 700 millions d'Européens dans le monde. Il y a de la marge. Maintenant, il ne s'agit pas de prendre le problème à la légère. Moi, depuis 2021, je me définis régulièrement comme nataliste. Voilà, parce que j'estime qu'il y a le combat politique et il y a aussi le combat finalement anthropologique, le combat humain, et il faut le mener absolument sur ce terrain-là. J'ajoute d'ailleurs, pour terminer un point sur le natalisme, parce que souvent on parle de décadence occidentale, on parle de décadence moderne, et c'est un sujet qui est intéressant, hein, mais pour moi, une des façons de combattre cette décadence, si ce n'est la meilleure façon, c'est de donner la vie. Voilà, parce que finalement, on pourrait résumer la décadence à cette chose-là. Ce sont des comportements éloignés du principe de vie. Voilà. À partir du moment où on veut rendre hommage à la vie, et on veut que la vie continue même après notre mort, eh bien, on envisage de faire des enfants et on en fait. Voilà. Alors, c'est très intéressant quand on vous connaît, Daniel Corassano, parce que je crois que vous n'êtes pas le plus fervent catholique qui soit. Non, pas du et tout. pourtant, vous revenez à ce principe qui est aussi celui très religieux de considérer que l'humain est là, l'homme est présent sur Terre Oui. pour se reproduire, finalement pour donner la vie. Est-ce que vous arrivez finalement à compiler ces deux notions? Oui, c'est une question intéressante. Je ne m'étais jamais posé la question en ces termes, mais je crois qu'il peut y avoir des points d'accord, en tout cas des comportements similaires entre des personnes qui ont la foi et d'autres qui ne l'ont pas. Ce qui nous réunit, c'est l'idée que la tradition est importante. Voilà, les valeurs se transmettent par le sang et aussi par l'éducation. Et c'est en ayant des enfants qu'on transmet ces valeurs-là. Donc, de cette manière, c'est toujours une question de point de vue, hein, par rapport à un catholique traditionnaliste. Peut-être que je serais considéré quasiment comme un libertin, au sens ancien du mot, mais pour quelqu'un de gauche, je suis un conservateur. Donc voilà, je suis quelque part voilà, sur la frise. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai que parfois on pourrait se dire, on a une grande partie de la droite française, de la droite nationale, qui dit toujours, il y a un grand remplacement, il y a un remplacement des populations africaines sur les populations européennes, et on dit toujours, oui, mais c'est la faute des autres, et on critique ce grand remplacement. Mais sauf qu'en fait, nous-mêmes, nous ne faisons plus d'enfants, et on le voit dans les réseaux même de ceux qui critiquent. On est arrivé, je crois, à un chiffre de 1,68 enfants par femme en France. L'enjeu, c'est peut-être que nous-mêmes, on s'y mette à faire des enfants. Emmanuel Macron parlait de réarmement démographique. C'est peut-être aussi à nous de faire des enfants pour sauver ce pays. Oui, c'est peut-être la seule fois qu'il a dit quelque chose de pertinent depuis qu'il est président. En tout cas, ça m'avait plu qu'il insiste sur ce point. Alors, c'est une question complexe parce que, d'une certaine manière, oui, les gens sont responsables de cette baisse de la natalité. Mais en réalité, c'est la vie en société moderne qui rend plus difficile on va dire le fait de faire des enfants nombreux. Et à quoi on peut voir ça? Ce que je veux dire, c'est que, je vais reprendre un peu, je vais mieux formuler la chose, il ne faut pas non plus accabler les populations occidentales en disant que vous avez particulièrement un problème, vous êtes nuls en gros. Parce que si on regarde en fait, toutes les sociétés développées à travers le monde, notamment en Asie,
eh bien, vous prenez la Corée du Sud, vous prenez le Japon, ces gens font même encore moins d'enfants que nous. Donc, il faut prendre le problème, il faut voir qu'il y a un système, voilà, un système qui fait que les femmes travaillent, on travaille beaucoup, on vit en ville, la vie en ville est harassante, elle ne donne pas forcément toujours envie de faire des enfants. Et donc, il faut attaquer le problème, je dirais, par différents angles. Voilà. Mais évidemment, quand on compare avec la démographie des populations africaines, il y a de quoi être inquiet, même si la population mondiale décroît, y compris en Afrique. Hein. On est passé d'une démographie d'une moyenne de 6,6, absolument effrayante, il y a quelques décennies, maintenant à 4. Alors, c'est toujours beaucoup. Hein, En mais, Inde également, ça décroît. Pardon, j'ai pas. En Inde également, ça En décroît. Inde, tout à fait, en Inde. Alors, il y a des politiques, alors là, c'est le contraire. Hein. En Inde, ils poussent les gens à faire moins d'enfants et ça fonctionne effectivement. Je dirais le problème principal auquel on a affaire, c'est que dans les pays où on a essayé, où les gouvernements ont pris le problème au sérieux, eh bien, les politiques natalistes n'ont pas eu un effet considérable. Il y a eu un petit effet, comme au Danemark, mais dans d'autres pays comme la Hongrie, ça a moins marché. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé les solutions et ça, c'est un vrai souci. Quelles sont les raisons qui seraient vraiment techniquement, structurellement, sociales ou économiques pour les familles françaises de ne pas faire d'enfants? Ça devient compliqué, on imagine, de vivre en ville. Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'aide gouvernementale? Est-ce qu'il faudrait justement des aides sociales, des aides familiales? Est-ce qu'elles sont réservées aux autres avant les Oui. nôtres? C'est ce que la droite dit souvent. Est-ce que c'est ça le problème? Les Français ont du mal à le croire, mais la France est un pays qui a une politique assez nataliste en réalité, du point de vue social. Mais il est vrai, en réalité, la réponse, elle est à la fois économique et elle est aussi liée, on en revient toujours au vivre ensemble. Parce que s'il n'y avait pas toute cette immigration auquel les Français veulent échapper, eh bien, évidemment, ils auraient plus tendance à considérer l'idée de faire des enfants et de vivre des aides sociales. Par exemple, je parle des gens qui sont prolétaires ou qui n'ont pas de travail. Et aujourd'hui, cette option, elle n'est pas envisagée parce que vivre des aides sociales, ça veut dire obtenir des logements sociaux et ça veut dire vivre avec qui on sait. Donc, vous voyez, la réponse, elle est à la fois économique et puis aussi, elle est liée à ce moment de l'histoire où nous sommes contraints de vivre avec des populations avec lesquelles, en fait, on ne veut pas vivre. Donc, c'est pas évident de trouver la solution. Mais quand on se renseigne, je dirais qu'il y a quand même un petit élément de réponse, c'est que souvent les Français sont mal renseignés. C'est-à-dire, ils se disent, je ne veux pas faire des enfants parce que ça va me coûter beaucoup d'argent, etc., etc. Mais ils ne se renseignent pas sur le nombre d'aides qu'on peut obtenir de la part de l'État, hein, quand on a des enfants. Et ça, c'est une démarche qu'il faut effectuer. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est l'individualisme contemporain. C'est-à-dire que les gens vivent pour eux-mêmes. Il y a un peu cette mentalité après moi le déluge. Et c'est quelque chose contre lequel il faut qu'on lutte, y compris à droite. Je dirais que ce nihilisme, on l'a à droite parce qu'il est lié au manque de perspective politique. Les gens se disent, bon, de toute façon, ça va aller de plus en plus mal. Donc, pourquoi faire naître un enfant dans ce monde? Je pense qu'il faut vraiment changer de vision des choses. Il faut regarder dans l'autre sens. Il faut se battre. Daniel Corazon, est-ce qu'il n'y a pas aussi deux freins? D'abord celui du climato-scepticisme dans les raisons de ne pas vouloir faire d'enfants. Une nouvelle génération pense que leurs enfants ne vivront pas mieux qu'eux. Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas aussi... que pensez-vous de la désinformation de certains médias? On a vu récemment des unes de magazines, de médias concurrents que je ne citerai pas, mais qui expliquaient combien un enfant allait vous coûter, et ça se chiffre en centaines de milliers d'euros, d'une façon de dire finalement un enfant va vous coûter beaucoup trop cher, ce n'est pas une bonne idée. Est-ce qu'il y a ces deux freins-là, climato-scepticisme et désinformation des médias? Propagande même. Oui, on peut employer le mot propagande sans problème. Je ne suis pas certain que ça ait une influence sur les chiffres. Parce que pour reprendre l'exemple asiatique, dans les pays asiatiques, il n'y a pas cette propagande gauchiste, hein, il n'y a pas d'autre mot, et pourtant les adultes font peu d'enfants. Mais il est certain que ça n'aide pas et que c'est absolument inacceptable. Concernant, moi j'ai souri un peu quand vous avez parlé de climato-scepticisme, parce que ça c'est plutôt quelque chose qui laisse un espace pour je dirais, la France de droite. Écoutez, à un moment donné, il faut penser aussi, il faut avoir une vision un peu communautaire de la chose. Si les Français de gauche ne veulent pas faire d'enfants parce qu'ils ont l'impression de gêner, ils ont l'impression que les populations européennes sont un problème pour la Terre, c'est leur souci. Hein. Les autres peuvent prendre leur part. Hein. Voilà, non mais je le dis sérieusement. Et d'ailleurs, je pense que ça va se passer comme ça. Autour de moi, les personnes qui pensent à droite et qui ont compris le danger qui pèse sur notre civilisation sont en train de se responsabiliser. Alors certes, ils ne font pas 4-5 enfants comme on peut le voir en Afrique, mais en tout cas, ils s'y mettent, ils essayent. Et à côté de ça, leurs collègues gauchistes revendiquent le fait de ne pas avoir d'enfants.
Par quoi ça va se traduire pour moi? Par une évolution des résultats électoraux au fil des décennies. On le voit déjà et ça va continuer. Donc je vous dis, c'est une situation qui est complexe, mais peut-être temporaire et qui peut évoluer positivement. Il y a des exemples historiques. Hein. Israël, par exemple, alors pour une logique de guerre, hein, bien sûr, mais le gouvernement israélien a poussé plusieurs fois au cours de son histoire sa population à faire des enfants et a réussi à augmenter la natalité de façon assez importante. Donc on n'a pas trouvé la solution miracle, mais déjà, je dirais que la différence avec la situation d'il y a 10-15 ans au niveau politique, c'est que c'est devenu un sujet. C'est devenu un sujet en Italie, Meloni en parle, c'est devenu un sujet aux États-Unis avec Elon Musk, qui fait sa part, je crois qu'il a 12 enfants, peut-être plus. On n'est pas... J'ai perdu le compte, honnêtement. Mais c'est devenu un sujet et j'en suis content. Si on suit votre logique et qu'on tire un petit peu le trait, on pourrait dire que ceux qui sont dans cette logique de ne pas vouloir faire d'enfants, de ne pas se reproduire, de ne pas transmettre, de ne pas faire d'héritage, de toute façon, sont des générations vouées à s'éteindre, Oui. et que les personnes de droite qui vont se responsabiliser vont avoir tendance à croître, sauf qu'il y a encore un danger, c'est qu'ils vont faire face à l'afflux de population immigrée. Certain. Non, c'est sûr. Mais ce n'est pas un combat numérique contre l'Afrique. Ce combat, d'une certaine manière, il est perdu d'avance. Mais je veux dire, ce n'est pas parce que nous sommes moins nombreux que d'autres populations que les Européens ne peuvent pas tirer leur épingle du jeu. Voilà, en fait, il faut penser à l'avenir de la société et de la civilisation. Et simplement, je dirais que je pense que les gens, quand ils se focalisent sur ce sujet, ils voient les choses sur 100 ans et ils se disent mais sur 100 ans c'est flingué. C'est pas comme ça qu'on pense. On avance au jour le jour. Il faut faire des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Voilà, c'est une tautologie, mais tout simplement, il ne faut pas se poser la question du chiffre. Nul ne sait ce qui va se passer politiquement dans 10, 15 ou 20 ans. S'il y a un rapatriement d'une partie de la population africaine, qu'il y ait 3 ou 4 milliards d'habitants en Afrique ne sera plus notre problème. Voilà. Donc moi, je reste confiant parce que tout simplement, la situation actuelle n'est pas viable, ça ne va pas tenir et les choses vont changer, vont évoluer naturellement. Et juste pour terminer, tout simplement, il suffit de voir les résultats électoraux dans tous les pays d'Europe. La droite monte partout, alors ce n'est pas forcément la droite qu'on veut. Parfois, elle arrive au pouvoir, elle ne fait pas exactement tout ce qu'on voudrait, mais ça veut dire que les mentalités évoluent. Voilà, c'est un marqueur. Alors, ce que vous dites aujourd'hui est extrêmement intéressant. J'ai presque envie de dire que ça contrevient presque au soutien que vous apportiez à Éric Zemmour, on va en parler tout à l'heure, qui explique souvent que ce qui compte, c'est le chiffre, le Oui. nombre. Et les plus sceptiques d'entre nous, ou en tout cas des militants de droite ou des personnes qui votent à droite, se disent, de toute façon, démographiquement, on le lit souvent, c'est terminé. Et Oui. dans les urnes, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a face à nous un immense bloc de nouvelles générations qui sont captées, attirées par la France Insoumise ou par le vote de partis plutôt à gauche, et qu'il y a des populations arabo-musulmanes qui vont arriver majoritairement aussi dans les urnes. Si l'on prend une grande ville française comme Roubaix, par exemple, on sait qu'il y a une forte communauté arabo-musulmane qui va très certainement, à l'heure où on parle, se positionner en faveur d'un élu LFI, David Guiraud, pour le placer à la tête de la ville de Roubaix en tant que maire. Oui. Donc finalement, vous vous dites, même ces personnes-là, au pire, on peut les convertir aussi à voter à droite, par exemple, je ne sais pas, vous nous le direz. Oui. Et au pire, la question n'est pas que celle du nombre alors. Ce que je voulais dire, c'est que oui, la question du nombre est importante, mais Éric Zemmour est un politique, et quand on est un politique, on est attaché, je dirais, aux chiffres, c'est normal. Moi, je parlais à un niveau humain. Quand on fait des enfants, il faut en faire le maximum possible pour soi, avant tout, et ne pas voir le grand tableau. Voir le grand tableau, déjà, c'est un peu comme l'insécurité. On est tous conscients de l'insécurité, mais si on s'administre des infos négatives quant à l'insécurité en France au quotidien, au bout d'un moment, on devient fou. Voilà, il faut bien vivre. Mais bien sûr que les chiffres sont importants. Et je veux dire, je suis un soutien d'Éric Zemmour et un électeur. Je souhaite la remigration, pour être clair. D'ailleurs, bon, on y reviendra peut-être. Mais oui, je veux dire, à partir du moment où on décide de militer, il faut partir du principe que la victoire est possible. Sinon, le militantisme n'a aucun sens. Voilà. Et alors, ça peut passer un peu pour de la méthode Coué, mais non, je crois vraiment que les choses peuvent évoluer. On peut prédire ce qui va se passer sur 6 mois, 1 an, et encore, on a parfois du mal. Qui aurait pu dire à 100% Donald Trump va revenir au pouvoir en 2022 ou 2023 ? Il est revenu. Et pourquoi je cite l'exemple de Donald Trump ? Eh bien parce qu'aux États-Unis, on commence à avoir un début de vote en faveur des républicains de la part de populations immigrées.
Voilà, donc on n'y croyait pas, moi-même, hein, je n'y croyais pas, mais il y a beaucoup de latinos, par exemple, qui ont voté pour Donald Trump. Donc même dans un pays où la population européenne est en voie de devenir minoritaire, il y a un espoir électoral pour la droite qui ensuite, une fois au pouvoir, peut changer les choses. Alors c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a une immigration qui est essentiellement arabo-musulmane, et que ces gens ont un projet, et ce projet, c'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie, c'est pas l'arrêt de l'immigration. Donc je reconnais, il y a une fenêtre en France, il y a une fenêtre de 20 ans, mais 20 ans c'est court et c'est long, et on peut gagner dans ces 20 années. Alors, dernière question pour rester peut-être encore un instant sur la question des cours démographiques en Europe, de la natalité. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une vision un petit peu générale de l'Europe? Quels sont les pays peut-être les plus, ceux qui se reproduisent le plus, on va dire, en termes d'enfants par femme, Oui, ceux qui sont les moins bons élèves, et est-ce qu'il y a une différence entre l'Europe de l'Est où vous vivez et l'Europe de l'Ouest? Pour quelles intéressant. raisons? Et est-ce que face à ça, on a véritablement seulement un sentiment de submersion migratoire, comme dit François Bayrou? Oui, je crois qu'en France, c'est plus qu'un sentiment, hein. Voilà. Dans des pays comme la France, l'Allemagne aussi, là, je trouve l'Allemagne très très abîmée, et l'Angleterre. Je suis allé une fois, je me rappellerai toute ma vie, et c'était il y a 10 ans, c'est sûrement pire aujourd'hui. Alors c'est une question intéressante, après rentrer dans le détail, ça prendrait beaucoup de temps, je vais essayer un peu de résumer la chose. On est en dessous le seuil de renouvellement des générations, c'est 2,1. On est en dessous de 2,1 dans toute l'Europe. Voilà. Mais il faut voir que le chiffre de la natalité mondiale, c'est à peine au-dessus de 2,1. Donc encore une fois, il faut bien voir le grand tableau et voir que c'est un souci qu'ont de nombreux pays et pas seulement les pays européens. On a quand même des pays qui se rapprochent de 2. Ah oui, il faut voir aussi, il faut parler du vieillissement de la population. Le fait que les gens vivent de plus en plus longtemps et avec l'amélioration de la médecine au XXIe siècle, ça ne va faire, l'espérance de vie ne va faire qu'augmenter. Ça, je dirais, ça rend un tout petit peu moins grave cette natalité faible. Mais ça va augurer d'un problème pour les Ah retraites. oui, c'est un gros problème pour l'emploi par contre. Mais bon, après là on part sur un autre sujet qui est le changement, les changements dans le monde du travail liés aux intelligences artificielles. Pour moi, le monde du travail va changer radicalement dans les 15 années qui viennent et c'est vraiment très difficile de prévoir ce que sera le marché de l'emploi dans 15 ans. Les meilleurs chiffres qu'on a en termes de natalité, ce sont les pays scandinaves. Et alors, on essaie de comprendre pourquoi. Alors, bon, déjà, ce sont des pays assez riches, voilà, où la dette est moins importante. Les populations sont heureuses. Voilà, donc il y a un ensemble de facteurs. Et apparemment, une des raisons évoquées notamment par les Suédois, les Danois, les Norvégiens, c'est le fait que les femmes sont aidées dans la maternité. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme dans ces sociétés a un enfant, eh bien, au travail, il y a des facilités pour elle. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment au Danemark, où il y a des crèches qui sont au premier étage d'un building d'une entreprise. Voilà. Et ça, psychologiquement, ça donne envie aux autochtones de faire plus d'enfants. Et c'est pour ça que dans ces pays, on a des taux intéressants, 1,7, 1,8, parfois on s'approche même d'1,9. Alors est-ce que ça va durer? Personne ne peut le dire. Au Danemark, alors pour le coup, il y a une propagande nataliste qui est faite dans les... c'est une propagande d'État, hein. C'est-à-dire qu'il y a des messages un petit peu comme les messages pour la sécurité routière en France. Il y a ça pour la natalité au Danemark, on n'a pas encore ça en France et c'est dommage. Et puis, alors ça vaut ce que ça vaut, pour moi c'est pas un détail, mais dans ces publicités, ce sont des Danois. On voit des Danois, des femmes danoises, des hommes danois, donc le message est bien envoyé. Voilà. Ça rejoint, pour éviter tout malentendu, la question suivante que j'allais vous poser, parce que tout à l'heure, vous sembliez mettre un petit peu en cause la vie moderne des femmes d'aujourd'hui qui ne sont pas, avec le travail, Oui. avec la vie urbaine, forcément Intéressant. poussées à faire des enfants. Est-ce que ça veut dire que vous, Daniel Corassano, vous diriez il faut revenir à un modèle d'avant, la femme au foyer, à la maison, qui s'occupe des enfants, et l'homme qui va à la labeur ramener l'argent? Oui, c'est un modèle qui fonctionne toujours et qui existe encore, notamment dans les pays plus conservateurs et dans les pays où tout simplement les femmes ont moins accès à l'emploi pour diverses raisons, où il y a simplement culturellement moins l'habitude que l'homme que la femme aille au travail. Alors c'est le cas bizarrement du Japon. Je me suis pas mal renseigné sur le Japon et dans certaines villes, la natalité est en train de remonter parce qu'il y a cette nouvelle mode, voilà, des femmes qui décident de... En fait, c'est bien vu socialement de rester à la maison pour s'occuper de son enfant et ça a des effets positifs effectivement sur la natalité. En Europe, justement, l'exemple scandinave semble montrer le contraire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'idée de revenir en arrière est une chose qui historiquement arrive rarement. Donc, les Nordiques ont pris une autre décision, voilà, et qui est de laisser les femmes faire des études, de leur permettre d'arriver sur le marché de l'emploi,
mais de les aider, voilà, de rester à la fois des femmes épanouies, qui ont un emploi et qui peuvent se permettre d'avoir 2, 3, voire 4 enfants. Donc l'un n'empêche pas l'autre. On part toujours du principe que la solution, c'est finalement un ultra-conservatisme. J'ai rien contre ce principe, hein. Franchement, je suis plutôt conservateur. Je suis content d'habiter dans un pays comme la Roumanie qui est traditionnaliste. Mais prenons l'exemple de la Pologne, hein. La Pologne est un pays où l'avortement est interdit. Et malgré tout, la natalité est vraiment faible. Donc c'est multifactoriel. Voilà, c'est vraiment très difficile de trouver le point qui fait que dans tel pays, on fait plus d'enfants que dans tel autre. Alors c'est vrai que là, on s'arrête sur les femmes, mais il y a aussi les papas, les Oui. pères de famille. Vous, tu êtes un conservateur, traditionnaliste aussi, mais tu es en même temps très attaché à la parentalité. On voit dans ces pays occidentaux Oui. une défense de plus en plus accrue de la paternité avec le congé paternité, par Ouais. exemple. Est-ce que, comme certains conservateurs, vous y voyez peut-être une dévirilisation de l'homme qui n'a pas sa place dans l'éducation de l'enfant au même titre que la mère qui, elle, a vraiment ce côté charnel, maternel? Ayant eu 2 enfants, et j'espère en avoir davantage, il est certain que surtout au début de la vie, la relation du bébé avec la mère est toute particulière, et ce n'est pas qu'un homme n'a pas sa place, mais on se sent peu utile en réalité. Et après, quand l'enfant grandit, ça change, ça s'équilibre. Malgré tout, je pense que ce sont des formules qui vont dans le bon sens, et il ne faut pas voir le mal partout. Je crois que les gouvernements, notamment le gouvernement français, essayent aussi d'aider la natalité en offrant ces congés paternité. Mettons que la femme ait un travail qui est plus rémunérateur que l'homme, l'homme va rester un peu au foyer. Enfin, écoutez, moi, typiquement, c'est un exemple parmi d'autres, mais il se trouve que mon père a eu un arrêt de travail il a dû arrêter de travailler assez jeune dans sa vie, autour de 45 ans, et en fait, il était à la maison et c'est ma mère qui travaillait. Bon, est-ce que j'ai été dévirilisé à cause de ça? Franchement, j'en ai pas la sensation. Et puis, je me permets de rester cette question parce que je pense qu'il y a une vision un peu erronée de ce qu'est la virilité. Par exemple, les serial dragueurs sont vus comme des hommes ultra virils, les gens qui ont une façon de prendre les femmes un peu de haut, etc. Alors que pour moi, la virilité, avant toute chose, c'est devenir un chef de famille. Voilà, c'est viril. En fait, la virilité, c'est la responsabilité assumée. Et la responsabilité la plus haute, c'est avoir des enfants. Et je pense vraiment que, je ne dis pas ça du tout pour clasher les séducteurs, parce que moi-même, dans le passé, je me suis amusé, et je pense que les hommes passent toujours par une phase où ils ont besoin de chasser. Voilà, ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils savent plaire. Mais il y a un moment, il faut grandir. Voilà, il faut devenir un adulte, il faut devenir un daron. Voilà. Et si on ne le fait pas, finalement, on passe à côté de quelque chose. Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est une expression qu'on entend souvent dans les milieux de droite, mais c'est souvent mal compris. La sélection naturelle, quand on n'a pas d'enfant, on la perd. Je ne voudrais pas du tout vexer, par exemple, les personnes qui sont célibataires, on va dire involontairement, ou qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas avoir d'enfants. Là, j'ai de la compassion, j'ai rien à dire. Mais pour ceux qui finalement font le choix de rester célibataire ou de ne pas faire des enfants alors qu'ils sont en couple, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes les perdants de la sélection naturelle. C'est un fait. En tout cas, on a compris que là-dessus, vous rejoignez Emmanuel Macron, faites des bébés. Voilà. D'ailleurs, où est-ce qu'il ferait le mieux grandir, le mieux vivre quand on a un bébé en 2025? Dans un pays ou une ville où il y a le plus d'Européens, voilà, où on est le moins entouré de non-Européens. C'est la raison pour laquelle j'habite en Roumanie. Ça me permet une transition toute faite pour évoquer un thème suivant avec vous, mais que je voudrais d'abord, pour contextualiser, vous parlez beaucoup d'Occident. Aujourd'hui, on voit que les relations sont compliquées. On va y revenir avec Donald Trump, avec les États-Unis et l'Europe et d'autres pays du monde. Est-ce que, à l'heure où on parle, est-ce qu'on peut encore parler d'Occident mélangeant les États-Unis et l'Europe, ou est-ce que vous préférez parler seulement d'Europe? Alors, je n'ai pas de réponse à cette question parce que c'est à Donald Trump de le décider. Voilà, Donald Trump ménage un peu la chèvre et le chou, mais on ne sait pas quelle va être sa position finale quant à la guerre en Russie-Ukraine, et surtout quant à la relation qu'il va avoir avec l'Europe. On a quand même la sensation que Donald Trump, peut-être pour des raisons d'ailleurs uniquement économiques, fait le choix plutôt non pas de courtiser, le mot est fort, hein. Donald Trump n'est pas un courtisan, mais d'une amitié avec la Russie, la Chine et l'Inde, pour des raisons économiques, et on dirait une prise de distance avec l'Europe. Alors c'est vrai que c'est un scénario auquel on ne s'attendait pas il y a 2 ans. Même les anti-américains des sphères dissidentes ne s'attendaient pas à ce scénario-là. On va voir. Écoutez, le mot Occident, j'y tiens sans y tenir. En fait, il y a deux sens au mot Occident. Le sens géopolitique, c'est-à-dire en fait le camp atlantiste, et le sens géographique. Au sens géographique, la France est un pays occidental. Voilà, nous sommes un pays d'Europe de l'Ouest. Aux États-Unis, il y a beaucoup de descendants ethniques de Français, d'Anglais, d'Allemands. Donc c'est un pays qui, ethniquement, en tout cas dans sa fondation, est un pays européen de l'Ouest, en réalité, les États-Unis. Et ça, je le garde en tête.
Maintenant, je comprends qu'on puisse préférer le terme européen au terme occidental. Franchement, c'est pas si important que ça. C'est pas une question vraiment qui m'obsède. Alors parlons de l'Europe d'un point de vue géographique. On l'a dit, natalité très faible, Ouais. immigration, submersion migratoire de populations extra-européennes. Et on voit dans certaines sphères souvent la question de l'écart civilisationnel, de l'écart culturel. Parfois, on va même jusqu'à la question de l'écart d'intelligence entre les différentes cultures, les différents peuples, les différentes ethnies, surtout. Vous, Daniel Corassano, vous souhaitiez parler de la baisse de l'intelligence, mais qui ne concerne pas simplement l'immigration qui vient, mais qui est d'abord et avant tout un phénomène européen, puisqu'elle arrive, même en Occident, il y a une baisse qui nous est propre en Occident, et c'est pour ça que je vais faire aussi la distinction. Est-ce que c'est simplement propre à l'Europe? Est-ce que c'est propre à tout l'Occident? Et d'où ça vient, cette baisse de l'intelligence généralisée? Alors, c'est lié à la dénatalité, je vais vous dire tout de suite en quoi. Mais comme pour la natalité, c'est un problème qu'on retrouve, c'est un phénomène qu'on retrouve également en Russie, qu'on retrouve aussi en Asie. Tout cela est documenté. J'ai publié un livre qui s'appelle Le crépuscule de l'intelligence et qui montre que cette baisse du quotient intellectuel moyen ne concerne pas que les pays qui ont fait le choix de l'immigration. Voilà. Alors l'immigration, surtout telle qu'elle est faite aujourd'hui, telle qu'elle est pensée aujourd'hui, n'aide pas, puisqu'on fait venir des populations qui en moyenne, en fait ce sont des statistiques qui sont faites, ces tests de QI sont réalisés en Inde, ils sont réalisés en Afrique, ils sont les mêmes pour tout le monde. Ces populations qui viennent, forcément, ont en moyenne des aptitudes intellectuelles qui sont plus faibles. Mais au-delà de ça, d'où vient le problème? D'où vient cette baisse? Les spécialistes la situent entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et ça correspond en fait à la révolution industrielle. Alors, la révolution industrielle est un bienfait pour l'humanité, évidemment, puisque énormément de la productivité a explosé, la richesse en fait a explosé. On est beaucoup moins pauvres globalement depuis la révolution industrielle. Mais il y a eu un effet. Alors, c'est un sujet qui est très sensible à plein de niveaux. Il y a eu un effet négatif, si on peut dire, c'est que autrefois, les populations les plus pauvres, les moins éduquées, les moins instruites et les moins intelligentes, eh bien, les enfants de ces populations mouraient en bas âge pour des raisons de misère, de pauvreté, voilà, de manque d'accès aux soins. Et depuis la révolution industrielle, ben, ces populations, que ce soit en Europe ou ailleurs, eh bien, font toujours autant d'affronts qu'avant, mais ces enfants en fait vivent, et arrivent à l'âge adulte, se reproduisent eux-mêmes, et ça donne des générations qui sont moins intelligentes que les précédentes. Et de l'autre côté du spectre, eh bien, on a des populations plus éduquées qui, elles, font moins d'enfants parce que eh bien, les femmes vont faire des études, donc ont moins de temps pour élever des enfants, et génération après génération, eh bien, c'est cette caste-là, si on veut, j'aime pas le mot, mais je pense que tout le monde le comprendra, eh bien, fait entre 1 et 2 enfants, puis moins de 1 enfant. C'est ce qui s'est passé, notamment, lors de la... je passe du temps sur cette question parce qu'elle est importante, mais je vais aboutir à une conclusion. L'auteur, en tout cas, que j'ai publié, estime que la chute de la civilisation romaine est en partie liée à ce phénomène. C'est-à-dire que les élites, à un moment donné, par opulence, voilà, vont se plonger dans le stupre, la décadence, ne vont plus penser en fait, à l'avenir de leur civilisation et du monde, et font moins d'enfants. Et ces élites, qu'on aime ou pas, je veux dire, qu'on aime ou pas l'idée des élites, en général, ces gens-là ont un QI moyen plus élevé. Et comme ces gens font de moins en moins d'enfants, eh ben, la civilisation chute, entre en décadence. Voilà. Alors, c'est un sujet éminemment sensible, Oui. vous l'avez dit, et qui parfois a pu aboutir à des conclusions ou à des atrocités dans l'histoire de l'humanité. Oui. Justement, et c'est pour ça que c'est important aussi de bien préciser les contours de votre pensée là-dessus. Est-ce que vous en tirez les mêmes conclusions ou finalement Oui, comment je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Le mot qui vient en tête, c'est eugénisme. Mais en fait, moi, c'est pas à cela que je pensais. C'est surtout que quand on tient ce genre de discours, et moi, pour être tout à fait franc, je viens du prolétariat. Voilà, mon père était garagiste, ma mère était mère au foyer. Ensuite, elle a été, je passe un peu de temps là-dessus parce que ça permet de voir d'où on parle. Voilà, ensuite, elle est devenue aide-soignante auprès de personnes âgées. Et mon père reste à la maison, comme je vous disais, parce qu'il a eu un accident du travail. Et tout ça fait que moi, je suis un prolétaire. Et entendre ce discours-là, donc quelqu'un comme moi qui dit que, en général, les prolétaires, les classes prolétaires sont moins intelligentes que les élites bourgeoises, c'est pas quelque chose qui plaît. Mais les gens doivent comprendre le principe de moyenne.
Voilà. Quand on a compris ça, on a tout compris. Et c'est la même chose quand on compare le QI des Européens avec celui des Maghrébins ou des Africains. Tout le monde connaît autour de soi un étranger qui a réussi dans la société et qui est plus intelligent même que nous. On connaît ces profils-là. Tout le monde connaît quelqu'un qui a fait des études et qui, en réalité, en privé, est un parfait abruti, qui ne comprend pas. Non, mais vraiment, je veux dire, j'en connais plein de gens comme ça. Mais si vous prenez, disons, un échantillon de 5000 personnes qui sont arrivées au cours de leurs études jusqu'à un Master 2, c'est-à-dire un Bac plus 5. Vous prenez 5000 personnes voilà, qui ont ce background universitaire, et vous prenez 5000 personnes qui sont au chômage ou qui ont un boulot, on va dire, type travail en usine, etc., bah, vous aurez plus de personnes qui ont un quotient intellectuel élevé eh bien, dans les populations, on va dire, de la classe moyenne ou de la classe bourgeoise. Et donc, à une échelle de civilisation, que ces gens fassent moins d'enfants est un grave problème. C'est un grave problème. Mais de toute façon, aujourd'hui, même, vous savez, ça va plus loin que ça, parce que même les classes prolétaires en France font peu d'enfants. À présent, on est dans le dernier stade. On est arrivé au stade où même les personnes qui autrefois faisaient, même il y a encore 2 générations, 3 ou 4 enfants, vraiment n'en font plus. Donc les gens ne doivent pas se poser de questions. Ils doivent faire des enfants de toute façon parce qu'ils doivent faire des enfants. Mais le phénomène général est le suivant. Les personnes qui, on va dire, moyennement intelligentes à très intelligentes, ont un devoir envers la civilisation. Je les en général, ces personnes savent qu'elles sont intelligentes. Aujourd'hui, faire un test de QI, il n'y a rien de plus simple. Elles ont un devoir, vraiment. Ces personnes doivent se reproduire. Et sur parallèle de ce comparatif qu'on peut faire sur les différents QI, est-ce que vous associez aussi la question d'inégalité de culture et de civilisation, auquel cas la gauche, en tout cas une pensée de gauche, vous dirait vous êtes raciste si vous considérez qu'un peuple est plus intelligent qu'un autre ou que du coup sa culture et sa civilisation vaut mieux que la nôtre. Comment vous arrivez à vous démêler en fait dans tous ces qualificatifs qu'on pourrait vous attribuer, racisme, eugéniste À titre personnel, je m'en fiche complètement. Que les gens de gauche pensent que je suis raciste ou suprémaciste, ça me passe au-dessus de la tête. La culture est le produit de l'essence des êtres. Voilà. Il y a une culture chinoise parce que le peuple chinois est chinois. Il y a une culture japonaise qui a ses spécificités parce que les Japonais sont des Japonais ethniques avant tout. Et c'est absolument pareil pour les Européens. Ce sont les Européens qui ont inventé la valse. Ce n'est pas les Indiens, ce n'est pas les Africains. Donc il est évident que si l'Europe de l'Ouest, qui est assez mal partie à ce niveau-là, devient, on va dire, majoritairement non blanche, eh bien la culture européenne va changer. Pour moi, c'est une évidence. Je suis absolument persuadé que beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui, mais qui ne le formulent pas comme moi publiquement, le pensent aussi. Et puis, je m'en fiche d'autant plus que je sais que j'ai un peu d'avance sur ce point et que dans 10 ou 15 ans, ce sera un sujet politique parfaitement banal. Je m'aperçois que je n'ai pas tout à fait bien répondu à la question précédente et je voudrais ajouter quelque chose. C'est que la raison pour laquelle je suis optimiste, c'est que la sélection embryonnaire existe déjà et va se développer. Alors qu'est-ce que c'est la sélection embryonnaire? C'est votre médecin qui vous propose finalement d'avoir à la carte un enfant qui a les meilleures aptitudes possibles. Vous voyez. Alors bien sûr, quand on en fait un sujet de fiction, à travers des films, je pense à Bienvenue à Gattaca ou d'autres films, on nous présente toujours ça comme quelque chose de quasiment cauchemardesque. Mais en réalité, c'est le futur de l'humanité. Voilà. Et moi, je sais que c'est une chose qui va contribuer, qui va freiner la baisse de l'intelligence, qui va même l'inverser, tout simplement parce que quand on offrira la possibilité eh bien, aux gens, aux citoyens de tous les pays de choisir l'intelligence de leurs enfants, ils choisiront des enfants intelligents parce que l'intelligence permet de réussir dans la vie. Voilà, avec d'autres facteurs. Bien sûr, si on peut choisir la beauté, c'est encore mieux. Mais l'intelligence, c'est la chose la plus importante. Et donc, en fait, la science nous offre un avenir de rêve de ce point de vue-là. Et c'est pas, on ne parle pas de quelque chose de farfelu, hein, on ne parle pas d'impossibilité physique, on parle de quelque chose qui est déjà mis en place aux États-Unis et qui ne va faire que se développer. C'est pour ça que je suis assez optimiste pour l'avenir de la civilisation. On est en train d'être sauvé in extremis par cette nouvelle révolution industrielle, des intelligences artificielles et de la connaissance de la génétique qui avance chaque jour. Alors, je vais me grimer un instant en journaliste de gauche, voire d'extrême Mais je vous en gauche, prie. qui vous dirait, allons au bout de votre logique, il faudrait donc choisir, en tout cas, on va développer cette possibilité de ne garder que les plus intelligents, que les meilleurs, que l'élite. Très bien, mais pourquoi celle-là devrait forcément être blanche et européenne? Pourquoi il vaudrait mieux être blanc, européen? Pourquoi notre culture devrait être la meilleure et être comparée aux autres? Pourquoi devrait forcément être blanc? Mais ma réponse n'est pas radicalement il faut absolument que l'avenir soit blanc. Il le faut pour l'Europe pour des raisons identitaires. C'est-à-dire que le peuple européen a le droit
de vivre chez lui comme il le souhaite, entouré des gens qui leur ressemblent. Mais il y a une possibilité historique qui pourrait rendre obsolète l'identitarisme racial, hein, pour employer le mot. C'est l'idée que l'intelligence soit augmentée, y compris chez d'autres peuples. Mais moi, je ne suis pas opposé à ça. Je pense que ce serait un bienfait pour l'humanité. Pas du tout. Je pense que si ça se produit, effectivement, c'est un game changer. Et à ce moment-là, l'analyse politique va être modifiée elle-même. Je n'aurai peut-être pas les mêmes positions à ce moment, si ça se produit au cours de ma vie. Et du point de vue civilisationnel et culturel, avec des exemples précis, en quoi notre culture est supérieure aux autres, si tant est de vous estimer qu'elle est supérieure? C'est vous qui me posez la question, hein. Ce que je dis souvent, je me demande si je ne l'ai pas dit d'ailleurs sur votre plateau, mais peu importe, ce qui fait la spécificité de la culture européenne, c'est le savant mélange de puissance et de délicatesse qu'on y ressent. C'est-à-dire que dans d'autres civilisations, la civilisation chinoise est une civilisation qui a été très puissante, hein. D'ailleurs, à l'époque de Marco Polo, les Chinois étaient même en avance par rapport à nous sur certains points. Et d'ailleurs, pas de mystère, hein, quand on fait des tests de QI en Chine, eh bien, les Chinois ont un QI très élevé, donc on s'y retrouve. Mais en Europe, non seulement il y a beaucoup d'innovation, sans cesse, il y a une imagination, voilà, qui est typique de l'esprit européen. Alors ça, on n'en a pas encore trouvé exactement la source. Évidemment, on sait que ça se passe dans le cerveau, mais on ne sait pas pourquoi des populations qui en moyenne ont un QI de 4 ou 5 points plus élevé sont moins créatives, on va dire, si on prend le 19e ou le 20e siècle, que nous. Mais enfin, on ne peut pas, avec une intelligence faible, être créatif. Donc c'est la condition sine qua non. Et en tout cas, pourquoi moi j'aime la culture européenne? Déjà parce que c'est la mienne. Et je vais dire quelque chose qui va sembler stupide, mais enfin, il n'y a rien d'autre qui me vient. Il y a de l'amour, en fait. Il y a de l'amour dans la culture européenne. Il y a de l'amour vous prenez un style pictural, vous prenez l'impressionnisme. Moi, je vois de l'amour là-dedans. Il y a de la beauté, il y a de la douceur. Il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui me fascine et qui me rend vraiment fier d'être européen. On dit souvent que la culture orientale est plus violente, plus brutale. Alors, pas toujours. Par exemple, dans les Mille et une nuits, il y a de la beauté. Il y a de la beauté, il y a de la sensualité. En fait, c'est une culture on parle de la haute culture orientale qui existe, hein, c'est une culture qui est plus chaude, voilà, qui est plus chaude dans tous les sens du terme. Elle est intéressante aussi, elle existe. Voilà. Il y a un patrimoine. En Iran, il y a un très beau patrimoine qui montre que ça a été également une civilisation. Mais effectivement, en Europe, c'est autre chose. Il y a le rapport entre les hommes et les femmes qui est très beau, qui n'a pas vraiment d'équivalent. Cette espèce de douceur. Les hommes européens, à la fois, ont une virilité, sont plus forts, hein, physiquement que les femmes. Hein. J'espère ne choquer personne en disant cette banalité. Et en même temps, il y a cette protection. Il y a l'idée du chevalier blanc, il y a quelque chose de magnifique. Et puis alors, si on parle de la musique classique, rien qu'en parler, je peux pleurer juste en parlant. Voilà, vous écoutez Chopin et vous êtes fier d'être qui vous êtes, tout simplement. Un dernier point sur l'intelligence, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'intelligence artificielle qui pourrait remettre sérieusement en cause des milliers d'emplois, Oui. transformer complètement nos rapports humains également. Vous dites que l'intelligence humaine a tendance à décroître. Est-ce que, puisque ça a été le cas avec l'intelligence industrielle, est-ce que l'intelligence artificielle va venir mettre un coup de grâce à l'intelligence humaine qui se verrait alors complètement disparaître? C'est une question intéressante parce que ça permet d'expliquer quelque chose. Souvent, les gens confondent les troubles de l'attention avec de la bêtise. Alors, les troubles de l'attention sont très graves, je ne les minimise pas, et ils sont liés, je dirais, au degré d'excitation que nous offrent les technologies modernes. Les smartphones, les consoles de jeux. Je veux dire, je suis un produit de ma génération, je suis né en 86, j'ai eu les consoles Nintendo, etc. J'ai failli tomber, j'ai failli ne pas en sortir de ça. C'est-à-dire s'administrer du plaisir quotidiennement, et un plaisir qui est si fort que finalement on trouve tout fade à côté de cela. Et donc pour en revenir à la question, les gens sont persuadés par exemple que si on met un enfant devant la télé, il va devenir stupide. Non, si cet enfant est... Encore une fois, je reviens à l'essentialisme auquel je tiens beaucoup, parce que c'est la réalité. Un enfant qui naît avec un cerveau apte et un QI élevé, ce n'est pas parce qu'il va consommer des choses stupides ou avoir de mauvaises habitudes qu'il va devenir stupide. En revanche, ces mauvaises habitudes auront un impact négatif sur sa vie, sur sa réussite sociale, sur sa faculté à écouter, peut-être même à réussir dans un parcours d'études. Donc ça peut poser des problèmes. Mais l'intelligence derrière est toujours là. Donc qu'est-ce que je crains avec l'intelligence artificielle? C'est que les gens deviennent de plus en plus fainéants. Ça, c'est un vrai problème.
Et pour être franc, je n'ai pas de solution face à ça. J'ai des solutions individuelles. Je sais comment moi, j'essaie de lutter contre cette fainéantise et comment j'essaie d'inculquer finalement des valeurs de travail à mes enfants. Mais ça va être un combat qui sera difficile à mener, effectivement. Mais voilà, il ne faut pas s'inquiéter du fait que parce que voilà, votre enfant passe beaucoup de temps votre ado passe beaucoup de temps sur son smartphone, vous pouvez essayer d'agir, mais il ne faut pas vous dire il est en train de devenir bête. C'est plus compliqué que ça, en réalité. Alors, Daniel Lorassano, je vais les entendre plus longuement sur un sujet qu'on a évoqué en début d'entretien. Oui. Finalement, je m'interroge quand je vous écoute, pourquoi privilégiez-vous un rapport ethnique, disons-le, culturel, aux choses plutôt qu'un rapport religieux? C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui du conflit civilisationnel, sous-entendu le monde occidental chrétien. Oui. Vous ne l'évoquiez pas forcément, on va en parler, chrétien face au monde arabo-musulman. Et on précise bien musulman, et c'est exactement ce qui est souvent défendu là, dans le cadre de la guerre entre Israël et Gaza. On dit souvent Israël est le dernier rempart de l'Occident face à l'islamisme. Pourquoi vous ne voyez pas, comme beaucoup d'autres de vos confrères, je pourrais dire, essayistes, penseurs à droite, les choses sous un angle religieux en se disant c'est le christianisme qu'il faut sauver avant tout? Parce qu'on ne peut pas forcer les gens à croire en quelque chose en lequel ils ne croient plus. Il y a une baisse de la croyance religieuse dans la plupart des pays occidentaux et il faut prendre ça en compte quand on fait de l'analyse politique, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas. Et puis je pense que les valeurs de l'Europe, oui, bien sûr, reposent, on ne peut pas le nier, il y a eu 1500 ans, 2000 ans d'histoire chrétienne, évidemment que c'est en nous, c'est quelque chose qui vit en nous, même quand on n'a plus ou pas la foi. Mais il y a par ailleurs des valeurs européennes qui préexistaient au christianisme. Quand on lit les auteurs de philosophie grecque, la morale existait avant Jésus. Hein. Voilà. Et pourquoi il est important de le rappeler? Parce qu'en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que les Européens ont un way of life, une façon de vivre qui est la leur et qui leur est vraiment spécifique. Qui n'est pas de parler anglais. Moi, ça ne me dérange pas du tout de parler anglais. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu la langue un peu universelle. Mais voilà, ils ont un mode de vie, si vous préférez, qu'il soit religieux ou non, qui ne correspond pas à celui des arabo-musulmans. Ce sont des différences de mentalité qui sont nettes. Et donc, je crois que ce conflit de civilisation existe, mais entre une civilisation européenne ethnique et une civilisation arabo-musulmane. On peut le définir également comme ça. Voilà. Oui, mais est-ce que cette civilisation européenne ethnique que vous définissez ne voit pas aussi dans les causes de son effondrement la disparition de cette chrétienté, Oui, je comprends, justement? bien sûr. Mais là, ça nous amène c'est pas que je vais répondre, hein, mais ça nous amène à quelque chose de l'ordre de la philosophie, et il faudrait y passer une heure. Parce que, en fait, Nietzsche a fait le diagnostic au 19e siècle. Quand il dit Dieu est mort, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot, c'est une formule. Ça veut dire que l'humanité, en tout cas les Européens, ont compris que l'intervention de Dieu sur Terre était au moins à remettre en question, voilà, qu'il y avait très peu de certitude quant à cela. Et quand une civilisation commence on peut dire tout ça, c'est parce qu'on ne croit plus. Mais quand même, la réponse serait oui, c'est parce qu'on ne croit plus. La réponse n'est pas il faut recroire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on ne croit plus au Père Noël, c'est terminé. Voilà, on n'y recroit pas à 20 ans, vous voyez. Et je pense qu'on est un peu dans la même situation avec la foi chrétienne dans beaucoup de pays. Après, la foi n'est pas morte partout. Et de cette manière, c'est pas que je m'en réjouis, mais je le constate. Voilà, dans des pays comme la Pologne, comme la Roumanie, la foi existe toujours. Aux États-Unis, la foi, ça va encore dire quelque chose. Il y a également des croyants qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont sincèrement croyants. Mais je ne pense pas qu'ils s'accrocher à quelque chose qui est moins solide qu'autrefois en essayant de le faire renaître, en général, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que les gens, généralement, dans la société moderne, pensent moins à l'avenir, pensent moins à leurs propres responsabilités, parce qu'ils sont intimement persuadés que personne ne va les punir s'ils ont un comportement médiocre ou condamnable pendant leur vie. Et voilà, c'est ça le drame de la modernité, c'est que ça nous apporte tout, et en même temps ça nous enlève quelque chose qui est la foi en quelque chose d'autre après la vie. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se remettre. En fait, c'est un trauma collectif dont il faut se remettre. Voilà, nous sommes, là je vous donne mon avis, nous sommes probablement seuls, en tout cas dans notre voisinage stellaire, probablement la seule forme de vie intelligente à 5 ou 10 années-lumière à la ronde au moins. Nous sommes mortels, on n'a pas de preuve de
déjà de l'existence de Dieu, mais de son intervention sur Terre. Donc en fait, on est seul en piste. Vous voyez, on est comme des orphelins aujourd'hui. Et il faut trouver une idéologie, il faut trouver une motivation qui, c'est mon avis, hein, n'est pas celle de plaire à une entité supérieure. Et tout le monde n'y parvient pas. C'est bien tout le problème de l'époque. On pourrait prendre le thème à l'envers également, sans vouloir évidemment offusquer tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient croyants, chrétiens, catholiques, protestants ou d'une autre confession. Est-ce que justement aussi à l'inverse, parfois on accuse le trop-plein de christianisme, la charité chrétienne d'avoir tendu la joue et de s'être laissé aussi envahir. On a vu certaines déclarations récentes du pape très contestées aujourd'hui sur la question des migrants, de l'immigration, encore plus récemment ces derniers jours sur Gaza. Est-ce que, à contrario, il n'y a pas aussi une forme de naïveté chrétienne sur l'immigration? Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi de vous, non pas de vous en vouler au christianisme, mais que vous en sentez pas forcément partager certaines des valeurs? Non, non, j'en veux pas au christianisme, et c'est humain parfois d'avoir envie de regarder je le sais, hein, au cours de ma maladie, ça m'est arrivé de regarder le ciel et de chercher de l'aide. Donc je ne prends pas du tout ça avec cynisme. La réponse à la question ne peut pas être radicale, c'est-à-dire dire oui, c'est le christianisme qui fait qu'aujourd'hui on se comporte de manière trop bienveillante. Je connais cette théorie, c'est l'idée que le gauchisme est un christianisme devenu fou. Je partage cette vision qu'à moitié, parce que tout simplement il existe des pays chrétiens de droite où la population, notamment les pays de l'Est que je connais bien, alors c'est vrai, c'est un christianisme qui est orthodoxe, mais même dans la Pologne catholique, on a une vision des choses qui n'est pas celle qui consiste à accueillir tout le monde. Donc non, moi je mettrais plutôt pour moi ce qui a changé les mentalités des Européens, c'est le traumatisme de 1945. Voilà. Alors c'est un sujet sensible, mais je pense que la manière que j'ai de l'aborder ne l'est pas. Le nombre de morts a été si considérable. En fait, qu'est-ce qui s'est passé finalement au moment de la Seconde Guerre mondiale? Et déjà dès la première, c'est que la technologie des hommes a avancé et a fait que les conséquences de la guerre ont été bien plus terribles que celles d'autrefois. La guerre a toujours été une horreur, mais enfin, entre avoir une guerre où il y a 50 000 morts et une guerre où il y a 30 millions de morts, ça change tout. Et donc les Européens se sont fait peur. Et à partir de là, il y a eu cette peur de la guerre a amené un comportement qui allait trop loin dans l'autre sens. C'est-à-dire la peur tout simplement d'agir pour sa propre sécurité. Et moi, il y a comme une sidération, je pense que tous les spectateurs qui nous écoutent le ressentent aussi. Ce sentiment d'impuissance est insupportable. Cette idée qu'on ne peut pas sécuriser nos frontières. C'est vraiment quelque chose qui c'est même pas de la violence, c'est la base du droit, c'est un peu comme si on rentrait chez soi et on ne pouvait pas fermer notre porte à clé. Et c'est quelque chose qui paraît incompréhensible, mais qui pour moi est lié en grande partie à ce changement philosophique important, le traumatisme des camps de concentration, de Hiroshima Nagasaki. Quelque chose s'est passé dans la tête des dirigeants européens qui se sont dit il faut vraiment qu'on arrête de se faire du mal et de faire du mal aux autres. Et on est allé trop loin dans l'autre sens. Il faut vraiment qu'on revienne à la raison. Daniel Florersano, il y a une jeune femme extrêmement courageuse, vous la connaissez, c'est Alice Cordier, la présidente du collectif féministe Némésis, qui s'est fendue d'un tweet il y a quelques jours sur le réseau X, disant, je la cite, disons les choses, tout le monde le pense, mais personne ne le dit, ce n'est pas tenable, on a vu les images de l'Aïd, il y a trop de musulmans en France. Daniel Florersano, vous, est-ce que, comme Alice Cordier, vous diriez, qu'il soit français ou non, il y a trop de personnes de confession musulmane, de musulmans en France? Si vous voulez une réponse courte, vous l'avez, oui, tout simplement. Et il y a un exemple, je ne suis pas d'ailleurs certain que ce soit le seul pays où cette option a été choisie, mais Donald Tusk, qui est à la tête de la Pologne, on avait un petit peu peur parce que dans les discours, il était plus progressiste, on va dire, que le gouvernement précédent, celui du PiS. Mais enfin, Donald Tusk a fait le choix, depuis 2 ans, de changer d'immigration et de faire venir en Pologne des populations qui ne sont pas des populations en provenance de pays musulmans. Voilà, la preuve que c'est possible. Et s'il y a bien un pays en Europe qui peut choisir son immigration, c'est la France. La France reste un pays attractif. C'est un pays où les salaires sont plus élevés que dans de nombreux pays du monde. C'est un pays qui a une histoire, c'est un pays où on recherche des employés dans de nombreux secteurs. Et donc, un gouvernement français pourrait tout à fait choisir de prendre uniquement des Européens de l'Est, uniquement des Américains du Sud, uniquement des Asiatiques qui proviennent de pays où la population n'est pas musulmane. Voilà, il suffit de le décider et c'est insupportable de ne pas arriver à prendre des décisions aussi simples et aussi salvatrices pour le peuple français.
Et vous comprenez bien que ce discours peut être, je me grime à nouveau en tant que journaliste Oui. d'extrême gauche, assimilé à une certaine pensée qui, à une époque, disait il y a trop de juifs en Oui. Allemagne ou il y a trop de juifs en Europe. Parce que finalement, on pourrait se demander, oui, mais très bien, il y a trop de musulmans en France, partons de ce constat. Je reprends vos mots, ceux d'Alice Cordier. Et quid? Que fait-on? Est-ce à dire qu'on doit les expulser? Est-ce à dire qu'on n'en accueille plus? Ou pire? Bah, commencer par ne plus en accueillir, c'est déjà un message fort. Ensuite, en fonction du comportement de ceux qui sont présents sur notre territoire, on peut décider des expulsions. Il suffit de ne pas être faible avec des pays comme l'Algérie. Hein, quand on leur demande de reprendre leurs ressortissants et qu'ils refusent, c'est incroyable que la France n'ait pas le pouvoir diplomatique de leur faire entendre raison. Voilà, mais je pense que si Alice était près de moi aujourd'hui, elle dirait la même chose. Vous savez, on est la génération Bataclan, nous. Après le Bataclan, après Charlie Hebdo, après Nice, après Samuel Paty, que des gens me disent ce que tu me dis, ça me choque à propos de l'islam en France. J'en ai absolument rien à faire. À un moment donné, la survie de nos compatriotes et de nos enfants est plus importante. Leur bonheur aussi, leur bonheur, hein, parce que là on parle du pire, on parle du terrorisme, mais il y a aussi les changements culturels. Hein. Vous savez, vous êtes un... Et puis, qui trinque le plus, comme d'habitude? Les classes populaires, voilà. Hein, c'est pas les bobos des centres-villes. Donc ces gens-là, ils ont affaire au changement de population. Qui dit changement de population dit changement de culture. Voilà, leurs boucheries, leurs boulangeries deviennent halal. Ils ne veulent plus, voilà, ils ne peuvent plus se nourrir comme ils veulent. C'est bête, mais les gens souffrent. Les gens en souffrent énormément. Et cette souffrance-là, pour moi, elle est plus grave que, on va dire, la sensibilité de personnes qui essayent de faire des ponts pas possibles avec le passé, sachant que ça n'a rien à voir. Les Allemands ne reprochaient pas aux Juifs des comportements criminels particuliers. C'est des situations qui sont incomparables. Et puis, en aucun cas, je pense qu'il n'y a même pas une seule figure du milieu identitaire français qui a proposé de faire des musulmans ce que les Chinois font avec les Ouïghours. C'est même pas ça. Il n'y a même pas besoin d'en arriver jusque-là. Tout simplement, appliquer les lois, faire en sorte que les criminels comprennent le message et ne récidivent pas, les renvoyer chez eux quand ils sont étrangers, stopper l'immigration en provenance de pays musulmans parce que ça ne marche pas. C'est simple. Les musulmans ne réclameront jamais autre chose que plus d'islam. Voilà, si les gens devaient retenir qu'une seule chose sur ce sujet, c'est ça. Ils ne réclameront jamais autre chose que plus d'islam. Ils réclameront jamais plus de démocratie. Ce n'est pas eux qui vont se fondre dans la démocratie occidentale. C'est comme non pas montré, mais comme a alerté Houellebecq avec Soumission, c'est le scénario contraire qui se produira si on continue cette immigration musulmane. C'est tout. Et précisons bien sûr pour peser nos mots que si une large partie, voire une majorité des terroristes le font, se revendiquent au nom de l'islam, tous les musulmans ne sont évidemment pas terroristes et une grande partie peut aussi s'assimiler, en tout cas certains le font, ça. à la nation française. On l'a dit tout à l'heure quand on parlait du QI, il faut simplement comprendre le principe de moyenne, hein. C'est tout. C'est-à-dire dans une communauté, même une communauté hostile, tous les éléments de la communauté ne sont pas agissants, ne violent pas les lois. Mais en fait, c'est bête comme chou. Dans les pays où il n'y a pas d'immigration musulmane, il n'y a pas de terrorisme musulman, c'est tout. Mais évidemment, ça correspond à une partie infime de la population. De la même manière qu'il y a eu il faut le dire, il y a eu des terrorismes, il y a un terrorisme d'extrême gauche. Récemment, là, il y a le patron d'une entreprise pharmaceutique qui a été tué aux États-Unis par un terroriste italien d'extrême gauche. Il a fait le voyage juste pour le tuer. Il était vraiment motivé. Et puis, il y a un terrorisme d'extrême droite. Voilà, il y a eu Breivik, il y a eu Tarrant. Pour autant, toutes les personnes de droite nationale ou d'extrême droite même ne sont pas des tueurs en puissance. Il faut le préciser, bien sûr. Alors, on va quitter ce thème sur l'immigration et l'islam. Je crois qu'on en a beaucoup parlé. Mais on va pouvoir faire le parallèle en parlant d'une grande figure marocaine. C'est Driss Ghali, cet essayiste qui dit, pour parler, on va parler désormais de politique nationale et internationale. Okay. Revenons à l'Hexagone. Driss Ghali dit moi, j'aimerais que le RN, je le cite, j'aimerais que le RN se trumpise. On est dans une séquence où, au moment où nous tournons cet entretien, Marine Le Pen a été frappée d'inéligibilité. On sait qu'un recours en appel, une décision sera rendue à l'été 2026. Une manifestation est prévue dans quelques jours, au moment où nous tournons cet entretien à Paris, en soutien à Marine Le Pen, mais qui plus est en soutien à la démocratie. Il y a en face une contre-manifestation de la France insoumise. De manière générale, qu'avez-vous pensé de cette inéligibilité, ce couperet juridique qui est tombé sur Marine Le Pen? Et est-ce que, comme Driss Ghali, vous pensez qu'il y aurait dû avoir une réaction beaucoup plus trumpienne de la part du RN et de Marine Le Pen? Alors, il y a deux questions. Je vais d'abord répondre à la trumpisation de la politique française.
ça ne serait pas pour me déplaire. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les Français veulent de cela? Toute la question est là. Pour l'instant, je suis le premier à être critique du Rassemblement national et de sa frilosité. Quand il y a pour moi un attentat de grande ampleur, le Rassemblement national devrait capitaliser là-dessus, pardon, hein. Mais la récupération politique, ça fait partie du jeu. Il le faut, c'est bon pour... je veux dire, on travaille à changer l'histoire. Donc, il ne faut pas s'encombrer de ce genre de problématique morale. Le RN ne le fait pas à une autre stratégie qui est celle de la discrétion. C'est-à-dire que, pour être clair, Marine Le Pen se dit nous sommes vus comme le parti anti-immigration, en tout cas qui veut réduire l'immigration, et donc il n'y a pas besoin d'en parler sans arrêt. De la même manière, Marine Le Pen tient absolument à être vue comme la chef. Bon, maintenant c'est Bardella qui tient le RN, mais enfin Marine Le Pen était la candidate toute annoncée de l'élection 2027. Elle veut absolument entrer dans le champ républicain. Et quand vous dites aux gens descendez dans la rue, eh bien le message que vous envoyez n'est pas celui en fait de l'équilibre, de la tranquillité citoyenne. Voilà. Donc c'est sa stratégie. On peut considérer que ça manque de panache, mais le résultat compte. Si le RN l'emporte en 2027, je serai le premier à dire chapeau bas. Vous avez réussi contre tout le système à l'emporter. Et maintenant, on va voir de quel bois vous allez vous chauffer. Ouais, ce que vous dites est intéressant. Les Français, est-ce qu'ils en veulent de cette Voilà, trumpisation? c'est la question. Eric Tanner, directeur de la rédaction de Frontières, disait il y a quelques jours sur CNews que les Français étaient devenus apathiques. C'est-à-dire qu'au moment du Covid, on nous mettait une contravention si on dépassait d'1 centimètre le kilomètre autorisé. Il y a eu la fermeture d'une chaîne, C8. Il y a désormais l'interdiction d'une candidate favorite à l'élection présidentielle de se présenter. Et pourtant, les Français, en tout cas le camp national, n'est pas dans la rue. Est-ce que vous pensez que les Français sont de plus en plus soumis? Bon, les Français descendent quand même souvent dans la rue, hein, mais pas toujours pour les sujets qui nous semblent les plus importants. Je pense que les gilets jaunes, ça a calmé beaucoup de gens, hein. Les gens se sont rendus compte que l'État était faible parfois, mais fort quand il le voulait. Et donc ça dissuade pas mal de monde de descendre dans les rues. Descendre dans les rues, par exemple, contre l'islamisation de la France, vous savez ce qui retient les gens? La peur, hein. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Je suis désolé de le dire comme ça, mais beaucoup de gens sont inquiets de la montée de l'islam en France, mais se disent si je défile contre l'islam, eh bien non seulement j'ai l'État contre moi, mais aussi les musulmans, et ils sont nombreux. Donc tous ces éléments entrent en jeu. Il y a aussi autre chose, on en parlait quand on a abordé le sujet de la natalité, c'est le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population rend les Français frileux, parce que la proportion de Français qui ont dépassé les 60 ans est de plus en plus importante. Et les personnes âgées, je ne dis pas en me moquant, c'est un fait, préfèrent l'équilibre. Ils ne veulent pas la révolution. Qui fait la révolution? Ce sont toujours les jeunes. Et un pays où les jeunes sont de moins en moins nombreux en proportion, voilà, quand on compare au nombre de personnes âgées, eh bien, c'est un pays qui ne demande pas une politique agressive, qui s'inquiète même quand des politiques, on va dire, tapent du poing sur la table. Donc je pense que c'est peut-être pas le rôle des politiques de faire ça, c'est aux idéologues, c'est aux personnes qui font de la métapolitique, justement, de faire bouger la fenêtre de Verton, ce que j'essaie de faire hein, dans des vidéos. Là, vous me voyez, j'ai une attitude assez un peu premier de la classe, mais les gens qui me connaissent et qui me suivent sur ma chaîne YouTube savent que j'introduis beaucoup d'humour dans mes vidéos, j'exagère, je fais du pamphlet, parce que je parle aux jeunes. Mais quand on fait de la politique, on parle à toute la société française, et il y a énormément de personnes âgées. Et pour terminer de répondre, vous savez, moi j'étais persuadé que quand Éric Zemmour allait se présenter, parce qu'il tient un discours de vérité, il allait au moins faire 15%. Je me disais même, il est possible qu'il arrive au second tour. Bon, le fait est que beaucoup de Français, même de droite, j'insiste, ont considéré que Zemmour allait trop loin et que finalement c'était Marine Le Pen qui avait la bonne stratégie. Donc il faut s'adapter à notre peuple. Les Américains c'est autre chose. François Mitterrand concluait le dernier de ses conseils des ministres en disant les juges ont tué la monarchie, ils vont tuer la République. Est-ce que c'est ce que vous pensez quand vous avez vu cette décision d'inéligibilité de Marine Le Pen? Qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? Oui, c'est vrai que je n'ai pas répondu là-dessus. Alors là, plus rapidement, je dirais que c'est un problème qui n'est pas seulement visible en France, qui est un problème de toutes les démocraties. Sur quoi repose la démocratie? Sur le principe de séparation des pouvoirs. Voilà. Si un dirigeant a tous les pouvoirs, judiciaire, exécutif, etc., il peut faire ce qu'il veut. C'est la lettre de cachet en fait. Je vous envoie en prison parce que je ne vous aime pas et j'ai de comptes à rendre à personne. Voilà. Eh ben, une démocratie qui plonge dans le parlementarisme et qui voilà, a acté cette séparation du pouvoir, ben, à quel problème elle fait face? Eh bien, c'est qu'il y a des contre-pouvoirs, tout simplement. Aujourd'hui, avoir le pouvoir exécutif, parvenir à la plus haute fonction et même avoir
dans un cas de figure qui n'est pas celui de la cohabitation, hein, mettons un RN au pouvoir avec un Premier ministre qui serait Bardella, ou l'inverse, si Marine Le Pen était inéligible, mais en fait, tant que la justice reste à gauche, il sera vraiment difficile de changer les choses. Donc je dirais que c'est la difficulté, et je ne dis pas du coup il faut la dictature, hein, je vous le dis clairement, parce que je ne voudrais pas vivre dans une dictature. Je suis épris de liberté, et en fait je pense, comme beaucoup, que la démocratie est le moins pire des régimes qu'on ait trouvé. Mais il va falloir trouver une solution à ça. Quand on voit qu'en Italie, Salvini est condamné par les tribunaux parce qu'il empêche un bateau de migrants de débarquer, il y a un énorme problème. Aujourd'hui, la justice est un énorme problème. Vous avez évoqué Jordan Bardella, j'allais y venir. Il est blanc, je crois que ça fait pas trop de mystère, Oui. de culture franco-italienne, très attaché à son pays. Seulement, lui, il dit être française, c'est un état d'esprit, c'est pas une couleur de peau. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous partagez ce qu'il dit? Est-ce que ça vous empêcherait de voter pour lui? Non, ça ne m'empêche pas de voter pour lui parce qu'une élection, déjà, on a le choix entre différents candidats et on choisit le candidat dont on estime qu'il fera le moins de mal à la France. Moi, c'est comme ça ça fait bien longtemps que j'ai abandonné l'idée d'avoir le candidat parfait qui partage toutes mes idées. Ça, c'est une mentalité abstentionniste un peu arrogante, c'est-à-dire il a tort sur tel sujet, donc je ne veux pas pour lui. Bon, comme je le disais un peu plus tôt, le RN a une stratégie, une volonté de viser large, hein. Et le RN se dit, il y a une partie de la population immigrée qui pourrait voter pour nous parce qu'elle est venue en France pour vivre heureuse. Voilà. Ces gens veulent vivre, veulent être épanouis, veulent travailler. Ils ne veulent pas que leurs enfants subissent l'insécurité. Et il y a un réservoir de voix qui n'est pas énorme, mais qui existe. Et donc, on va tendre la main à ces gens-là. Moi, ça ne me choque pas particulièrement. Vous savez, dans un pays, j'ai beau être identitaire, dans un pays où on chiffre le nombre de non-européens à entre 10 et 20 millions d'habitants, on est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin, hein, tout simplement. Parlons de l'électorat du Rassemblement national. Mayotte, les Mahorais, français Ouais. ou pas français? Ça commence à faire beaucoup là. C'est loin, c'est une île, ethniquement ce ne sont pas des blancs, ils sont musulmans. Vous dire que je suis attaché à Mayotte serait un mensonge. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une volonté électorale de garder, voilà, de garder un lien avec cette île qui est française malgré tout. Voilà. Après, on a le droit d'en avoir marre que Marine Le Pen passe sa vie dans les îles, ouais, effectivement. Alors, on a évoqué Marine Le Pen, Jordan Bardella, on a un petit peu évoqué Éric Zemmour. Oui. Il y a Sarat Nafo aussi qui est en train d'exploser médiatiquement Complètement. ces derniers temps. Pour vous, en tant qu'identitaire, quelle serait la meilleure hypothèse pour le camp national en 2027? Peut-être quelqu'un qu'on n'a pas cité d'ailleurs. Si c'est une personne qu'on n'a pas citée, en tout cas, son parti n'existe pas. Alors c'est vrai qu'à une époque, on se demandait si Marion Maréchal n'allait pas faire on va dire une candidature concurrente, à la fois à Reconquête et au Rassemblement national. Mais là, j'ai l'impression que ce qu'elle a créé ressemble plus à un think tank pour permettre, ce qui est une bonne stratégie, hein, permettre au RN d'obtenir un autre électorat, peut-être d'une droite un peu plus bourgeoise, conservatrice, qu'elle incarne, hein, en fait, Marion, et je dis ça vraiment sans hostilité. Maintenant, pour moi, la vraie alternative au RN, c'est Reconquête. Et la révélation politique 2024, pour moi, c'est Sarah Knafo. Voilà, donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire d'avance, elle va tout casser, elle va faire un score incroyable. Enfin, Reconquête va faire un score incroyable en 2027. Mais je peux vous dire quelque chose. Je souhaiterais que Sarah Knafo soit la candidate de Reconquête en 2027. Plutôt Thierry Zemmour. Oui, oui. Sauf le respect que je dois à Éric Zemmour, hein, vraiment, et j'en ai beaucoup. Je ne dis pas que Zemmour est grillé ou ce genre de choses. Tout simplement, je trouve que Sarah Knafo est meilleure. Voilà, politiquement, elle est plus jeune, elle a la même ligne, mais elle a une façon d'incarner l'avenir, de dire des choses fortes sans vexer, que n'a pas Éric Zemmour, qui a gardé ce côté un peu polémiste, journaliste un petit peu. Il voit les choses de loin, en quelque sorte. Et voilà, s'il n'y avait pas d'alternative, je vous dirais Éric Zemmour. Moi, j'espère qu'ils feront le choix. Audacieux, hein, quand même, parce qu'elle sera jeune encore en 2027. Et puis, il y a une grosse concurrence, hein, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, si elle peut se présenter in extremis. Je ne suis pas persuadé que Reconquête parviendra au second tour, mais je les soutiens et je trouve que Sarah Knafo est incroyable. Alice Weidel, Giorgia Meloni, Oui. Marine Le Pen, Marion Maréchal, Sarat Nafo, Daniel Corasano, finalement, les femmes peuvent incarner le pouvoir. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. J'ai jamais prétendu le contraire. Et surtout, on va dire, ce qui tombe bien,
c'est que beaucoup de femmes, alors pendant longtemps, c'est vrai, en Europe, si on regardait les votes des citoyens, des femmes, il y avait beaucoup de votes en faveur de la gauche. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Je le dis aussi pour les commentateurs du nationalisme, qui ont tendance à vraiment avoir une sorte d'amertume, et d'aigreur quand ils parlent des femmes, parce qu'ils disent, voilà, si les femmes ne votaient pas, eh bien, la droite serait au pouvoir. Aux États-Unis, c'est le cas. D'ailleurs, aux États-Unis, la droite est quand même au pouvoir. Mais en Europe, c'est en train de changer. Les sondages qui ont été faits lors des dernières élections ont montré que de plus en plus de femmes votaient pour la droite. La raison est simple, une insécurité qui explose et des comportements de la part de populations extra-européennes que les femmes estiment dangereuses, des comportements dangereux pour elles. Et donc, finalement, avoir des représentants politiques qui sont des femmes n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça n'empêche pas les partis de droite d'obtenir le pouvoir. Après, ces femmes au pouvoir sont-elles, on va dire, plus fermes ou moins fermes que des hommes? On peut se poser la question, mais franchement, quel dirigeant européen actuel a une politique ferme et drastique contre l'immigration zéro? En réalité, il n'y en a aucun. Même des hommes, même dans des pays plutôt de droite. Donc je ne crois pas que ce soit un problème. La question du genre en politique, pas très importante pour moi. Restons encore un instant sur 2027. Daniel Torresano, le dernier magazine de Frontières fait état d'un parti, la France Insoumise, qui est le parti de l'étranger, qui coche aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon toutes les cases, islamisme, antisémitisme, racisme. Est-ce qu'on en fait trop avec la France Insoumise? Est-ce qu'ils sont réellement en capacité d'obtenir des villes aux élections municipales en 2026, puis d'avoir un second tour en 2027, peut-être avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que cette gauche vous fait peur aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'elle est en capacité d'être au niveau de Marine Le Pen lors d'un second tour, en tout cas peut-être même de battre le candidat qu'elle affrontera au second tour en 2027, si elle y accède? Je crois qu'on n'en fait pas trop. L'extrême gauche est un vrai danger. Et on a vu lors des précédentes élections, donc législatives, les dernières en date, qu'il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir électoral, il y a une possibilité électorale forte. Voilà, à la fois, ils ont le vote de majorité de la population arabo-musulmane citoyenne française, et aussi d'une jeunesse qui est perdue et qui croit que, par utopie, que la gauche va changer les choses en bien. Donc non, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. La possibilité qu'on ait un second tour RN, LFI en 2027, elle est importante. Et pour moi, c'est le pire scénario, évidemment. Maintenant, vous dire Mélenchon contre Marine Le Pen ou Bardella qui gagnerait, ça sera serré, voilà, mais l'extrême gauche pourrait l'emporter, effectivement. Et ça m'inquiète. Conversano, revenons un instant à la Roumanie, le pays où vous résidez avec votre famille. On a le sentiment qu'il se passe exactement la même chose qu'en France. En tout cas, la France a rattrapé la Roumanie sur les questions de démocratie, en termes de déni démocratique, hélas. Racontez-nous, vous, de l'intérieur, que se passe-t-il en Roumanie? Alors, c'est une situation qui est compliquée. Il y a eu une élection présidentielle en Roumanie à la fin de l'année 2024. Elle a été annulée. Et il y aura un nouveau scrutin en mai prochain. Et le candidat qui était premier à l'issue de la première élection, donc Georgescu, a été éliminé. Voilà, on a considéré qu'il allait faire du mal au pays. La Cour constitutionnelle roumaine a estimé qu'il ne pouvait pas se présenter parce qu'il n'incarnait pas les valeurs de la nation roumaine et qu'il pouvait même être un danger pour cette nation. Voilà. Donc ça a été, évidemment, c'était un gros scandale. Il y a beaucoup de pro-Georgescu en Roumanie, mais il y a aussi beaucoup d'anti. Mais ce qui est certain, ce que les gens n'ont pas forcément vu, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'on parle rarement, la Roumanie fait rarement l'actualité, il y a eu vraiment une volonté de changement politique total. Parce que les deux partis qu'on attendait au second tour n'y sont pas parvenus. Le parti du président en fonction et le parti du Premier ministre. Voilà, c'est la droite, je résume très, très grossièrement, la droite LR, l'équivalent c'est l'équivalent de la droite LR, et des socialistes. Ces deux partis n'étaient pas au second tour. On a eu une candidate de centre-droit, plutôt modérée, et Georgescu. Donc déjà, les Roumains ont envoyé un signal, on veut que ça change. Ensuite, qu'est-ce qui a été reproché à Georgescu au début? C'était des possibilités l'idée que des financements venaient de l'étranger et avait financé notamment sa campagne de promotion sur TikTok. Pour être clair, en provenance de Russie. Et on était persuadé que la Cour avait des preuves à montrer et qu'elle allait les montrer et justifier justement cette nouvelle élection. Finalement, non. Finalement, les preuves sont insuffisantes. Clairement, Georgescu est plutôt un pro-russe, du point de vue géopolitique.
mais il n'a pas été prouvé, on va dire qu'il a été financé depuis l'étranger. En revanche, en fait, parce qu'il a suggéré notamment qu'il allait faire quitter l'OTAN à la Roumanie, la Cour constitutionnelle a estimé qu'il ne pouvait pas être présentable, en quelque sorte, il ne pouvait pas être candidat. Alors on a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, mais c'est ça l'argument qui a été donné. Il faut quand même, avant que les gens se disent « Ah ben voilà, tout tourne autour de l'histoire de l'OTAN, de l'Union européenne », il faut quand même bien comprendre que la Roumanie est en Europe de l'Est. Hein. Donc ce n'est pas la même situation géographique. Moi je ne suis pas pour que la France quitte l'OTAN, mais si la France quittait l'OTAN, elle ne serait pas dans un danger immédiat, elle ne ferait pas face à un danger immédiat puisqu'elle a la bombe atomique, elle est la France, on a une grande armée et on est en Europe de l'Ouest. Il faut comprendre qu'une partie des Roumains est très inquiet, et je crois à juste titre, à l'idée de sortir de l'OTAN alors même que l'Ukraine est à leur frontière. Voilà, donc il y avait quand même des arguments, entre guillemets, recevables face à par rapport à cette éviction. Tout n'est pas terminé puisqu'il y aura un candidat nationaliste qui a été autorisé à se présenter, qui est Georges Simion et qui est soutenu du coup par Georgescu. Autrefois, ils étaient dans le même parti et la possibilité que ce parti soit au second tour et même l'emporte, les chances ne sont pas nulles. Voilà. Bien sûr, là où c'est comparable avec la France, c'est que les juges s'octroient un pouvoir considérable. Et on aimerait pouvoir juger les juges et se dire, mais et finalement, même si tel ou tel candidat est en tort sur tel point, c'est à la population de décider si elle veut que cet homme accède au pouvoir. Après tout, j'ai envie de vous dire, si Marine Le Pen a détourné des fonds européens, ok, c'est une faute, elle doit être punie d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi l'inéligibilité? Si les Français veulent mettre au pouvoir une femme qui a décidé que les fonds européens étaient plus utiles pour la nation française que pour faire des comptes rendus à Bruxelles et des PowerPoint, eh bien en fait, c'est à la population d'en décider. Et là, je rejoins toutes les personnes qui estiment que voilà, la démocratie, on parle de démocratie, tous ces politiciens et ces juges ont le mot démocratie ils ont que ça à la bouche. Et puis finalement, le résultat, c'est plutôt qu'ils décident qui peut se présenter et qui ne peut pas se présenter. Donc on est sur un scandale majeur. Mais moi, ce que je retiens, alors peut-être que c'est mon optimisme légendaire, mais ce que je retiens, c'est que la population en Roumanie veut que ça change. Et si j'ai un argument à donner, parce que ça, les Français ne le voient pas forcément, c'est que les Roumains sont très inquiets à l'idée du fait qu'on leur impose le mariage homosexuel. C'est vraiment quelque chose dont ils ne veulent pas. Voilà. Et croyez-moi, pratiquement toutes les couches de la société roumaine sont d'accord avec ça. On a le droit de trouver ça, on a le droit d'estimer que ce sont des énervés ou des gens, des réactionnaires. Ils le sont et je crois qu'ils s'en fichent, mais ils en ont vraiment marre que Bruxelles leur demande toutes les 3 semaines d'accepter le mariage gay. Et oui, ça les fait tomber dans les bras voilà, de candidats comme Georgescu. Il y a un grand remplacement. Vous savez l'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Ils se vantent d'être les remparts de l'antiracisme. Il y a un continuum raciste en France. Ils jurent ne pas être antisémites. Qui pourrait encore les croire? La France insoumise n'est pas un parti ordinaire. Ses rangs sont occupés par des éléments dangereux. Faute d'enquête sur ses leaders, le parti glisse vers une radicalité croissante. Il intègre des fichiers S et s'entoure d'individus toujours plus sulfureux. Dans ce magazine, tout est exposé, point par point. Une cartographie numérique implacable dévoile leur réseau. Leur stratégie, miser sur les étrangers et le communautarisme afin d'obtenir le pouvoir. Députés, collaborateurs, votes à l'Assemblée, rien ne nous a échappé. Enquête sur la galaxie anti-France. Preuves en main, leurs mensonges s'effondrent. Le 9 avril, ouvrez les yeux. Découvrez notre nouveau magazine sur la France Insoumise, le parti de l'étranger.